Alors? Impressionné, hein? Et bonjour! Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo. Vous m'avez envoyé quelques messages et tout, c'est cool. Notamment des petits conseils au niveau du son. J'avais eu des problèmes avec le logiciel d'enregistrement. Il y avait beaucoup de code, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Mais logiquement, on devrait plus avoir ce problème. Maintenant, je peux pas plus zitato. Je peux faire voilà, des trucs comme ça et il n'y a pas de problème d'enregistrement, quoi. C'est dur, hein, aujourd'hui, c'est dur. Dans cette deuxième partie aujourd'hui, on va parler un petit peu de la rave party, la free party, tout ce milieu-là, comment ça s'est créé, qui est derrière tout ça, et puis l'avancée de la techno dans la société, comment son image s'est redorée d'année en année. Je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage. Alors pour ceux qui savent pas trop le mouvement rave, tout ça, je vais en parler un petit peu. Un des aspects particuliers de la manifestation d'une rave, c'est la danse. C'est vraiment le point de rassemblement, c'est un peu la justification du rassemblement de tout le monde qui se retrouve là-bas. Alors le mouvement rave party, lui, il va arriver en Europe et en France, vraiment à la toute fin des années 80. Donc là, c'est encore une fois les Anglais qui vont être les pionniers de ce mouvement et qui vont quitter l'Angleterre pour venir en France, avec donc les fameux Spiral Tribe. On a d'autres sous-systèmes hyper connus comme les Hérétiques aussi. Donc je vais vous expliquer un peu comment la rave party elle a quitté l'Angleterre pour venir en France. Donc on est toujours, je reviens en 87, on est en Angleterre, les jeunes ils font la teuf, ils s'éclatent, et d'un seul coup, début des années 90, juste après un nouvel amendement qui a été voté, qui s'appelle le Criminal Justice Bill. En gros, c'est une mesure de grande envergure qui est introduite pour moderniser de nombreux domaines du système de justice pénale en Angleterre et élargit les pouvoirs de la police et du juge. En gros, ils ont plus de permissions et ils peuvent plus facilement aller défoncer les mecs qui font des rêves. Et c'est pour ça que les mecs comme Spiral Tribe, ils se disent, bon bah, c'est la merde chez nous, on va juste traverser la Manche, on va aller en France et on va tout niquer. Donc c'est là qu'ils traversent la Manche, ils viennent en France, ils niquent tout, même schéma qu'en Angleterre, forcément, malheureusement. La répression qui arrive dans un second temps aussi. Je vous ai parlé des Spiral Tribe, on va parler du plus gros système français pour moi, le plus légendaire en tout cas, c'est les Hérétiques. Donc les Hérétiques, il y a un super reportage sur eux, d'ailleurs je pense que je vais vous en mettre un extrait, qui s'appelle We Have a Dream. Les rêves parties, qu'est-ce que c'est? C'est une culture qui existe et qui a son charme. On défonce la porte de la décharge publique avec les camions, on rentre, on pose le son. C'est chaud la techno ou pas? Eux, ils ont été rendus célèbres notamment parce qu'ils ont organisé une teuf, écoute-moi bien, dans le 16e arrondissement de Paris. Ils se sont dit, on en a rien à foutre, on en a marre, on se fait taper sur la gueule. Et ben vous savez quoi, on va faire un attentat sonore dans Paris, les gars, ok? Donc ils sont venus dans le 16e arrondissement. Piscine Molitor, c'est une piscine à ciel ouvert, ok? Dans un mois, ils ont tout préparé le truc. Ils ont fait entrer 6000 personnes par les égouts. Je m'assois sur le bord des marches de Molitor, je regarde, faut faire une soirée ici, quoi. Tu vois? Et on part pour l'aventure de Molitor. Est-ce que c'est bon pour vous? Ils font la teuf en plein 16e arrondissement. Et donc tout ça jusqu'à 11h du matin. Et aucune dégradation, aucun problème, pas de bagarre. Bon, il y a eu du son toute la nuit, certes. Mais tout cet événement-là, au-delà de l'aspect incroyable qu'a été la soirée, et je pense les gens, j'envie vraiment les gens qui y étaient. Au-delà de tout ça, ça envoyait vraiment un message politique très fort, en mode, bon les gars, on vient de faire ça en plein Paris, il n'y a eu aucun problème. Donc voilà, je pense qu'on peut se serrer la main et se dire bonjour. Alors malgré tout ça, je vous parle d'Hérétiques, mais c'est pas vraiment eux les premiers, on va dire, en France. La première grande rave, ça a été organisé par Manu Cavana. Donc lui, en gros, il revenait d'Angleterre. Il a été faire une rave avec des potes en Angleterre. Il revient en France, il est comme ça. Ok? Il se dit, il faut qu'on fasse la même chose en France. C'est pas possible. Les gens, ils vont péter un boulon. Ici, on écoute de la techno, il n'y a pas de rave, qu'on fasse ça, tu vois. Et il organise la première teuf au fort de Champigny. Je vais vous mettre une petite photo. Pour ceux qui se posent un peu la question de comment les mecs s'organisent pour la rave party, qui les organise. Donc souvent c'est des crews, chacun apporte sa pierre à l'édifice en fait. Il y en a qui vont être plus artistiques, qui vont faire des toiles, des tentures, des trucs comme ça. D'autres qui vont être vraiment techniques, fabriquer des caissons. Il y en a qui vont être vraiment artistes, à mixer, à faire il peut y avoir des jongleurs, il peut y avoir de tout en fait. Souvent ils investissent dans le matériel avec les sous de leur poche. Ou alors ils cèdent aussi du PAF, ce qu'on appelle le PAF, c'est donc le prix d'entrée. Et donc ils se servent aussi de ça pour alimenter les générateurs, acheter le matériel, tout ça quoi. Alors on va maintenant parler de la petite différence entre la rave party et la free party, parce qu'on entend les deux. Souvent les gens font un peu l'amalgame entre les deux, on ne sait pas trop lequel est lequel.
Donc le terme free party, il va arriver un peu plus tard que celui de rave, qu'on est toujours dans les années 90, encore une fois en Angleterre. Il est arrivé vraiment au moment où la répression est arrivée elle aussi. On est dans les années 90 en Angleterre, les mecs s'éclatent, ils font des teufs et tout, et là, ils commencent à se faire taper sur la gueule. Donc là, ça a commencé à donner un deuxième aspect à la rave, une teinte un peu plus libertaire, on va dire. Là, café froid, dégueulasse. Et même si ces mecs-là, ils voulaient se détacher du mot politique, qu'ils considèrent un peu comme un gros mot, c'était finalement de la politique quotidienne en fait, de poser du son et d'aller à l'encontre de ça. Donc répandre la techno de manière nomade, sans salaire régulier. Le mouvement s'est appelé Free Party, pour la notion de liberté au sein de la fête. Mais il y avait également l'idée de gratuité, de don. Free Party, elle s'est vraiment radicalisée en 95. Je dis radicalisée, c'est un peu dur, mais c'est un peu ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à proposer des musiques plus dures, comme le hardcore par exemple. Mais ce qui fait la réelle jonction entre les deux mouvements, c'est un peu le mode de vie quand même. Contrairement aux mecs qui faisaient des raves qui ont un but un peu plus lucratif, on va dire, dans le mouvement free, il y avait vraiment cet aspect liberté, gratuité, troc. Le mot free, il voulait aussi bien dire libre que gratuit. Même si on fait un peu une séparation entre la rave et la free, on peut observer une petite différence au sein du public. C'est dans le public qui va en club, c'est généralement un public qui est un peu plus urbain et doté d'un pouvoir d'achat supérieur. Et donc aujourd'hui, on retrouve de la techno dans des places fortes du capitalisme, high-tech, comme des after-work, des before cocktail ou autres rooftop. C'est une avancée qui sonnera un peu comme une déception pour les puristes, mais bon, faut voir la chose comme elle est. Alors j'ai fait un arbre musico-généalogique de la musique techno, mais c'est dégueulasse, je vous le dis, je l'ai fait ça sur Paint pour mon mémoire. Voilà, c'est vraiment nul, je vais vous mettre un petit extrait. Un site incroyable qui s'appelle Music Map, je vous mettrai le lien en description. Je vais revenir un petit peu sur le moment où la techno est venue vraiment en France. En Angleterre, la techno elle commence un peu à inquiéter les autorités. On se dit... Putain, des centaines de jeunes qui vont comme ça, là, dans des lieux, on sait même pas où. Ils commencent à faire des choses qu'on ne connaît pas, quoi. Alors tout ce qu'on connaît pas, nous, ça fait peur. Dès qu'il y a un truc nouveau, c'est de la merde, tu vois. Et les jeux vidéo, quand c'est arrivé, c'était de la merde. Nouveau truc, c'est de la merde quand on est vieux. Répression, répression, répression. En 94, il y a un amendement en Angleterre qui interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes autour d'une musique répétitive. Alors ça, si c'est pas incroyable. Donc c'est aussi ça qui va pousser les Anglais à se barrer et à venir en France, et qui va aussi créer le début de la free party. Les mecs se sont dit, bon, à partir de maintenant, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Donc les Anglais seront vraiment les premiers à réprimander le mouvement, et en France, les autorités, ils vont se fonder uniquement sur ce qui se dit en Angleterre. En France, on va aller voir les articles qu'il y a en Angleterre. Oh là là, des jeunes meurent sous ecstasy dans des hangars, overdose de machin, ils vont prendre que ça en fait. Et donc les journaux populaires anglais rapportent un cas d'arrêt cardiaque suite à une prise d'ecstasy en rave. Et donc les médias français, qui étaient à l'époque mal informés, ils ont rapporté ça, traduit sans plus de réflexion que ça et de vérification sur les informations véhiculées. Ça installera en France une grosse parano autour du phénomène techno. C'est la paranoïa. Ensuite, comme je vous l'ai dit, conflit générationnel, plein de publications, des articles qui sont vraiment à charge sans fondement sur la techno. Dès lors, le moindre rassemblement de type free party, ça fait l'objet d'un article directement dévalorisant le milieu. Par conséquent, l'opinion, il devient vraiment réticent au phénomène. Plus les temps passent, plus les gens ils se disent ça pue parce qu'on voit que ça aux infos, les jeunes qui meurent. Donc les médias en fait ils mettent tout le temps systématiquement, ils mettent en relief l'aspect dangereux de la free party. Alors le truc qui va couronner le tout, 1995, Charles Pasqua, qui est alors ministre de l'Intérieur, il va prendre ses premières instructions et il va faire une circulaire, les raves des situations à haut risque. Cette circulaire, officieuse bien sûr, elle sera diffusée dans toutes les mairies. On va les mettre ça dans toutes les boîtes aux lettres des mairies. Et en gros, ce truc-là, c'est un manuel d'instruction anti-teuf. Et c'est vraiment sans légiférer, quoi. Ils ont vraiment été postés ça dans les trucs en mode faites attention les gars, on va vous expliquer comment reconnaître une free, comment les dégager, et tout ça pour les maires. En 95 toujours, dans une circulaire émise par la Direction Générale de la Police Nationale, on présente les rave parties comme des lieux de vente de stupéfiants. Donc on associe directement le mouvement techno, La drogue. là, à partir de ce moment-là, la techno, elle a vraiment, la techno et les raves et les free ont vraiment mauvaise presse. C'était directement défavorable, une vieille image dégueulasse. Et donc le ministère de l'Intérieur, il va de plus en plus vers ce truc de vouloir enrayer le mouvement. C'est la première fois qu'on voit en France, en Angleterre, aux États-Unis ou encore en Israël, des lois qui vont à l'encontre d'un mouvement musical. What? C'est vrai que dit comme ça, c'est quand même un truc de fou. C'est... ouais, je comprends pas. Donc là, comme je vous dis, la rave, la techno, ça a vraiment mauvaise presse. Il y en a certains qui vont jusqu'à utiliser l'appellation rock, passer au travers des mailles du filet,
Et donc faire un petit festival appelé rock je sais pas quoi, et mettre quand même un petit chapiteau techno où il y a quand même 5000 personnes qui dansent sur la techno, tu vois. Et ça pour augmenter la recette et un peu tirer profit de ce truc-là. Et donc là, les patrons de boîte, eux, ils se disent Putain, les mecs, ben, ils commencent à aller trop dans les champs, en gare, et ils font trop la fête. Mais par contre, ils viennent plus chez nous pendant ce temps-là. qu'est-ce qu'ils font les patrons de boîte? Eux, ils vont informer les services de police pour leur dire ouais, il y a des étoffes ici, comme ça ils vont contribuer un peu à l'extinction de la rave pour faire revenir les jeunes dans leur boîte. Il y a une théorie un peu qui dit que plus il y a de répression, plus le milieu clandestin se développe. Et ça a été tout à fait le cas avec le milieu techno. Plus la techno a été associée à l'illégalité, a été réprimée, plus ça a renforcé son côté clandestin. Et ça a aussi également rendu sa musique plus violente. On en revient encore une fois à la free et tous les styles core, donc hardcore, speedcore. Comme les free, elles étaient plus difficiles à identifier pour les flics, le public, lui, il s'est tourné plus vers la free du coup. C'est en 2001 en France que le gouvernement il décide de légiférer sur le mouvement techno avec le projet Mariani, en ajoutant un amendement dans une loi sur la sécurité quotidienne. Maintenant aborder une partie qui sera plus sur l'institutionnalisation. Genre en gros comment les institutions ont commencé à utiliser la techno pour aider un peu l'image de la techno. Donc au milieu des années 90, malgré que ce soit bien contesté et que le milieu techno il a été bien fragilisé par l'opinion publique et les médias, la musique techno elle connaît quand même une belle vague d'expansion qui a jamais été connue avant, qui va aller donc jusqu'en Inde, en Russie et partout en Europe où on va voir une multitude de scènes s'ouvrir. En France, la première rave techno en festival, c'est les Transmusicales de Rennes. Donc ça c'est donc en 92, ça a vraiment été un premier pas vers la reconnaissance. On était sous le mandat de François Mitterrand à l'époque, le ministre de la Culture. C'est Jack Lang. Et Jack Lang il va se rendre lui-même à ce festival et il va en quelque sorte réhabiliter le mouvement de par sa présence en fait. La techno elle sera finalement parmi les courants musicaux les plus populaires des années 90. On va avoir du coup à ce moment-là une nouvelle génération de compositeurs, à l'instar des Daft Punk par exemple. Sont inspirés aussi pas mal tout ce qui est Underground Resistance, donc le label Jeff Miles, tout ça, et qui eux avaient vraiment ce côté Underground Resistance. Ils jouaient cagoulé, tout ça, il y avait vraiment ce côté Underground Resistance, putain je vais le dire combien de fois, merde. C'est toi qui passes dans la rue. Additionnellement à ça, on a l'association Technopole qui va se créer en 96 et elle va aider beaucoup le mouvement techno en défendant les droits des artistes et en les accompagnant vraiment tout au long de leur démarche. On a en plus de ça des grosses manifestations officielles. On va retrouver en France la Technoparade. La Technoparade c'est vraiment le truc officiel et après on a le Technival qui lui reste quand même illégal entre guillemets, qui se passe généralement dans le nord de la France, le 1er mai qui est mon anniversaire. Big up. La Technoparade c'est le truc plus officiel et donc elle a carrément été créée par Jack Lang. En Allemagne, eux, ils ont eu la Love Parade dans les années 90, pareil, qui a explosé tous les ans, c'était un délire. Mais il y a un petit mais concernant la Love Parade en Allemagne. En 2010, l'événement il rassemble un record de participants. Cette édition-là de la Love Parade, elle va connaître un drame. En gros, il y aura un mouvement de foule aux abords d'un tunnel et ça fera une vingtaine de morts et plus de 300 blessés. Et c'est qu'en 2018, donc 8 ans plus tard, qu'un organisme va remettre en place le train de l'amour finalement, la Love Parade. Love Channel, comme disent nos amis d'outre-Manche. Qui faisait autrefois le bonheur de la jeunesse technoïde berlinoise. Comme c'est bien dit. Ensuite, nous avons comme autre événement la Gay Pride, qui est considérée comme la parade universelle. Le mouvement techno est lié vraiment beaucoup à l'univers gay. Les clubs gays à l'époque ont donné en premier la chance à la techno de venir jouer dans les grandes villes en fait. Ensuite, après tout ça, la techno parade, love parade, tout ça, à partir de ce moment-là qu'on commence un peu à considérer que la techno elle s'est faite récupérer entre guillemets. Et ça, j'ai envie de dire que c'est un peu le propre de la société de consommation. Dès qu'une bonne idée elle surgit, on s'en empare, on formalise son image. Et moi j'ai une phrase que j'aime bien, c'est que toute culture qui naît de la rue finit dans un musée. Et on a des grands artistes de street graffiti qui se retrouvent maintenant dans des musées. Il y a eu un peu cet effet-là aussi avec la techno. Alors qu'à l'époque, elle luttait contre les codes de la société de consommation, l'image des publicités et tout ça. Les idées ont finalement été reprises. Et d'ailleurs, le mot rave, qui était mal vu dans les années 90, et maintenant il sert carrément de message publicitaire pour certains festivals ou organisateurs de grosses soirées. Il y a un personnage qui a été très important en France, vous le connaissez certainement tous, c'est Laurent Garnier, qui est considéré comme le papa de la techno en France. C'était vraiment un des précurseurs et vraiment le papa de la techno en France, oui on peut le dire comme ça. En 98, Laurent Garnier voit son album intitulé 30 récompensé lors des victoires de la musique, dans la catégorie musique électronique.
Donc il faut savoir que ce sera le premier artiste techno à recevoir une récompense de ce genre. Et il aura un autre prix bien plus honorable encore, celui qui lui a été décerné. C'est le 1er janvier 2017, la croix de chevalier de la Légion d'honneur par le ministère de la Culture. En Garnier la prend pas personnellement et il dira que ce sera au nom d'un mouvement qui a beaucoup souffert et de tous ceux qui y ont participé. C'est une victoire symbolique. J'espère que cette deuxième partie de vidéo t'a plu. Si t'es encore là, merci beaucoup. Dimanche prochain, 18h, la troisième partie, peut-être la dernière, ça dépendra de vos retours un peu, si vous avez d'autres trucs que vous aimeriez savoir. Je pense que j'ai encore quelques parties dans mon mémoire dont je peux vous parler. Si tu veux me soutenir, tu peux m'octroyer d'un abonnement. M'octroyer un abonnement, c'est pas mal. Questions, remarques, critiques, suggestions, vous mettez tout ça en commentaire. Encore une fois, c'est que du plus pour moi pour avancer. Si la vidéo t'a plu et que tu penses qu'elle pourrait plaire à d'autres, n'hésite pas à la partager. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, ciao.